Donc l'autorité de sûreté nucléaire, dont l'expertise avait été demandée par la direction régionale de l'environnement de la région Aquitaine, en date du 3 mars 2011, vient de donner son verdict en date du 3 octobre 2011. L'ASN représente l'autorité suprême en France en matière de gestion et de surveillance du nucléaire et de la radioactivité, et son expertise ne saurait être contestée. Ce 3 octobre 2011, l'ASN confirme donc ce que le CAD, IDEAL et les associations de protection de l'environnement se tuent à répéter depuis 14 ans. Le site de l'ex-usine Fertiladour, appartenant au groupe roulier Agriva à Boucau, est bien inapte à recevoir toute activité, que ce soit dans son état actuel, activité industrielle, commerciale, tertiaire, etc., qui pourrait exposer des personnes, travailleurs ou publics, et ainsi mettre leur santé en danger. Les opérations de dépollution entreprises sous le contrôle de la DRIR locale relevaient bien de ce que l'on peut appeler une opération de camouflage, consistant à mettre la poussière sous le tapis, que d'une réelle opération de dépollution. L'ASN relève que la méthode employée a eu pour résultat d'étendre la radioactivité vers des endroits du site qui n'étaient pas contaminés, alors même que ceux qui l'étaient déjà le demeurent. L'état de pollution de la nappe phréatique est à ce jour encore très incertain, et tous les piézomètres devront être réactivés de manière à suivre les éventuelles migrations radioactives dans le sous-sol et vers l'Adour toute proche. Ce rapport met aussi en évidence la légèreté avec laquelle les terres contaminées ont été évacuées vers les sites de stockage agréés par l'ASN. Les opérations de dépollution qui devront être entreprises ultérieurement devront être exécutées sous contrôle strict de l'autorité concernée, soit l'ASN. Ces opérations devront être effectuées par des entreprises spécialisées et habituées à intervenir en milieu contaminé. Cette expertise de la haute autorité avalise donc le travail et donc les conclusions de l'ACRO, bureau d'études qui avait effectué préalablement une expertise en 2010 à la demande du Conseil régional d'Aquitaine. Les études précédentes d'Antea et Algade en 1997 ont également été prises en compte. Le problème de la dissémination des poussières radioactives dans l'atmosphère durant la période allant de 1970 à 1992 ont également été prises en compte, et donc leurs répercussions sur la santé des travailleurs ainsi que celle des riverains qui ont été exposés. On devrait raisonnablement s'orienter vers une étude épidémiologique concernant ces groupes de population. Une copie du rapport intégral de l'autorité de sûreté nucléaire va vous être remise, et nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire concernant ce dossier, qui est loin d'être clos, mais qui semble maintenant être sur de bons rails. Merci. On va commenter un petit peu le rapport, parce que le rapport renforce toute une série de positions que nous avons toujours défendues, dont vous vous souviendrez. Et en particulier, à la page 2, le dernier paragraphe de la page 2, nous notons avec satisfaction que l'ASN considère que l'assainissement des terrains pollués par les substances radioactives doit être le plus poussé possible. Vous vous rappelez que nous avions, nous, dit il faut que ce soit puré jusqu'à l'os. Eh bien, ce que dit l'ASN, c'est qu'il fallait la pousser le plus loin possible. Et il dit, lorsque ce n'est pas possible de procéder au retrait complet des pollutions, il faut qu'il y ait un protocole. Ce qui veut dire que pour l'ASN, la première chose à faire, c'était de retirer totalement les terres contaminées. Ce que nous appelions purer jusqu'à l'os. Aujourd'hui, après avoir remué les terres, les avoir mélangées, recouvertes une fois, deux fois, etc., on a dépensé, disait l'entreprise, 800 000 €, eh bien il va falloir soulever ça pour les ressortir et pour les recurer jusqu'à l'os. Vous voyez que quand on veut tricher, des fois, ça coûte plus cher que quand on ne veut pas tricher. Dans la page 3, ce qui est intéressant à la fin du premier paragraphe, c'est que l'ASN explique que la contamination radiologique des sols en profondeur n'est pas connue. Donc, vous voyez, ça fait environ 14 ans, 15 ans, 14 ans que ce projet est connu et que nous l'avons dénoncé, et on n'a pas été plus profond pour connaître exactement en profondeur la nature de l'étendue de la contamination.
Ensuite, dans la page 3, et en haut de la page 3, l'ASN considère que le confinement constitué de quelques centimètres de gravat, etc., est susceptible de se dégrader. Vous vous rappellerez que dans les précédentes conférences de presse, nous avons mis en garde sur le fait qu'il y a du gaz radioactif qui continue à se développer. On avait fait, si vous vous rappelez bien, dans la dernière conférence de presse, un parallèle avec Guignon aux abords du stade où on avait goudronné des terrains contaminés et on s'est rendu compte que le goudron avait capté l'ensemble, une grande partie de la radioactivité dans le parking du stade. Donc nous avions aussi souligné que le radon évoluait dans le temps et que ce gravat ne pouvait pas constituer quelque chose de pérenne. Aujourd'hui, l'ASN considère qu'elle n'est pas favorable à l'utilisation de la partie confinée et recommande une prise de restriction d'usage d'accès de ce terrain. Et vous verrez ce qu'elle dit ensuite sur le radon, parce qu'elle va plus loin sur le radon, y compris quand c'est du béton. Dans la page 5, encore une fois, dans le 4e paragraphe, l'ASN rappelle qu'il convient d'atteindre une dépollution la plus poussée, de manière à limiter le plus d'impact possible. Nous sommes encore dans cette optique. Il vaut mieux tout sortir, parce que sinon, on garde, on stocke, et on oublie, au fil des ans, qu'on a de la radioactivité qui est là pour des milliers d'années. En fin de cette page-là, l'ASN, encore une fois, aborde le problème du radon dans les bâtiments. Elle aborde là le problème du radon dans le bâtiment, dans le contrôle, en soulignant qu'il ne suffit pas de contrôler de temps en temps le radon, qu'il faut le faire au moins sur 2 mois, et pratiquement sur les 6 mois d'hiver. En continu, dans les bâtiments qui auraient pu être construits au-dessus. En page 6, elle ressouligne encore que les gravats mis dessus sont susceptibles de se dégrader. Mais enfin, le dernier paragraphe de la page 6 est très important. Là l'ASN parle des piézomètres. Et elle confirme ce que nous avons dit. Aucun résultat disponible depuis 2004 sur le piézomètre numéro 1. Aucun résultat disponible sur le piézomètre, c'est l'endroit où on mesure la nappe d'eau. Depuis 2003, et aucun résultat disponible pour les années 2004, 2005 et 2006 de l'ensemble de ces piézomètres. Je vous rappelle que Accro avait trouvé des piézomètres qui avaient donné des mesures, mais qui étaient détruits depuis longtemps. Donc là encore, on souligne quelque chose de mal fait. Alors évidemment, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de contamination de la nappe, mais on souligne que le contrôle de cette nappe a été mal fait. Enfin, à la fin de la page 7, pour revenir sur le radon, l'ASN dit que, compte tenu de l'activité radiologique des terres, des sols, 500 becquerels en activité totale, par gramme, en activité totale, le volume, l'activité volumique en radon dans les bâtiments qui seraient construits sur le site est susceptible de dépasser les valeurs de référence applicables à certains bâtiments. Elle explique aussi que le radon peut même pénétrer le béton, qui est quelque chose de poreux. Le béton est suffisamment poreux pour ne pas piéger les descendants du radon. Vous voyez que cette phrase-là exécute la possibilité sur ce site-là de construire. Et demande que s'il y avait des constructions, etc., il faut que ce soit dans la règle de l'art, et donc quelque chose de plus hermétique que le béton. Vous voyez, on est déjà dans un coût de construction qui va être exorbitant. Et vous vous rappelez que nous avions nous-mêmes souligné cet aspect-là sur le radon. Et enfin, sur les zones. Ce que dit l'ASN, puisqu'ils ont dit qu'il fallait enlever le plus possible, et si d'aventure il y a des endroits où on ne pouvait pas enlever, ce qui à notre avis n'est pas le cas, on peut enlever partout.
au prix où il faut. Mais malgré tout, s'il y avait un endroit, ils insistent sur qu'il peut y avoir en profondeur, même dans les zones non où il n'y a pas de contamination en surface, il peut y avoir de la contamination en profondeur. Et ils insistent sur le fait que tout projet, tous travaux sur cette zone-là doit être signalé. Je vous rappelle que nous avions signalé dans les précédentes conférences de presse que nous avions découvert avec stupéfaction un dimanche les engins de l'entreprise Etchart qui avaient refait le mur qui est tombé, mur au pied duquel nous avions relevé, nous, des activités radioactives plus importantes que les 0,5 millisieverts. Et donc il y a là toute une série qui sont détaillées ici par la SN par rapport aux travailleurs, qui, des années après avoir dénoncé ce qui, à notre avis, était criminel par rapport aux travailleurs de l'entreprise, sur la façon dont on ne les a pas protégés, nous y reviendrons tout à l'heure, mais aujourd'hui, les gens qui ont travaillé sur ce site pour construire un mur, ou même pour démanteler, etc., eh bien, on continue avec la même désinvolture à les faire travailler sans aucune protection supplémentaire, alors que la SN souligne qu'il faut qu'il y ait quelque chose de suivi et que les normes doivent être respectées, y compris pour les travailleurs qui vont travailler sur ce site. Donc vous voyez que le rapport de la SN valide, confirme ce que nous avons dit depuis le début. On aurait dû commencer par ça, curer jusqu'à l'os pour qu'on n'en parle plus. Aujourd'hui, on va encore en parler. Et on soupçonne quand même Agriva de chercher encore un biais. Ça devient de plus en plus difficile pour eux. Mais de chercher encore un biais, puisque ça fait un mois que nous avons demandé ce rapport à la DREAL de Pau, et encore la semaine dernière, on nous a répondu, vous ne pouvez pas l'avoir, on l'a transmis à l'entreprise pour qu'elle nous dise quel type de travaux elle compte faire, etc. Donc on est encore en train de phosphorer sur comment contourner l'obstacle. Malgré ce rapport, ça sera de plus en plus difficile pour eux et de plus en plus coûteux. Et ça serait peut-être plus prudent d'en finir une fois pour toutes et de sortir tout ce qu'il faut, au prix où il faut. Voilà. Alors, pour faire la transition avec le comité de soutien des victimes de Fertiladour, on voudrait préciser le contexte dans lequel cette analyse de la SN intervient. C'est dans le contexte de revente des 7 hectares et demi du site à la région Aquitaine. Donc ça veut dire qu'il y a toujours cet industriel qui avait déclaré il y a 2 ans maintenant qu'il pouvait quitter le site contre une facture de 6 millions d'euros. Donc avec la brutalité, en adoptant un petit peu la brutalité qui caractérise cet industriel, on voudrait lui faire passer le message en disant qu'il a mis 20 ans pour transformer le terrain de Fertiladour en Stériladour, et qu'on sera nombreux maintenant à s'opposer à ce que ça devienne Oradour. Les 6 millions d'euros, il faut qu'ils s'assoient dessus. La seule chose qu'ils méritent aujourd'hui, c'est la facture de dévolution et le principe de pollueur-payeur. Nous, au niveau du comité de soutien, nous avons mis à jour depuis quelques mois des pratiques de l'industriel par rapport en fait à ses salariés. Donc nous en arrivons, Jean-Yves va développer, mais nous en arrivons en fait à la mise à jour de mensonges répétés qui ont été formulés aux salariés qui ont travaillé aujourd'hui. Nous avons désormais en fait même des preuves du déni qui a été la seule politique au sein de cette entreprise. Et donc par rapport à ce contexte-là, on voudrait vraiment aussi que l'industriel ne se déclare pas un jour irresponsable de ce qui s'est produit sur le terrain. Il n'était pas irresponsable dans la mesure où il a démarré sa fameuse activité de broyage monazite en signant un certain nombre d'engagements vis-à-vis du préfet, vis-à-vis de la loi, et que ce n'est pas le cas d'un industriel qui aurait découvert éventuellement qu'à la marge de son activité, il y aurait eu éventuellement quelque chose sur lequel on peut discuter. La question n'était pas là. Il y a une réglementation avant qu'il commence, il a signé ses engagements, il ne les a jamais respectés. On arrive aujourd'hui, nous, à la conclusion que, au-delà du scandale environnemental, doit être considéré un grave problème de santé publique.
et que dans ce contexte-là, nous réfléchissons à une action qui permette de faire savoir à tous ceux qui le savent, à tous ceux qui le veulent, la vérité sur Fertiladour. Et en particulier, nous cherchons aussi, c'est pour ça que la conférence de presse est importante dans cette question en particulier, nous cherchons surtout à contacter les gens qui doivent savoir dans quelles conditions ils ont travaillé. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a 3 arrêtés préfectoraux, plus un rapport de l'ASN qui explique que ce terrain-là, aujourd'hui, doit être mis en sécurité, que la plus grande vigilance de l'État et des services de l'État doit se porter dessus, on ne peut pas imaginer que 3 arrêtés préfectoraux sur l'environnement peuvent être décorrélés de qu'est-ce qu'ont vécu les gens qui ont travaillé pendant 20 ans dans cette atelier de broyage en monazite. Donc j'arrive à vous en parler maintenant, mais les documents que nous, on va vous proposer montrent que le déni de l'industriel sur l'environnement, c'est aussi accompagné d'un déni de toutes ces obligations vis-à-vis des salariés. Bien, peut-être... En fait, moi ce que je vous propose, c'est vous mettre à notre place. On n'est pas vraiment des journalistes, pas vraiment des enquêteurs, mais avec les familles qui ont porté donc, le PO pénal pour les décès de leurs parents, on a essayé de faire des investigations, de se renseigner, faire ouvrir les portes, faire ouvrir les informations de telle sorte que on puisse disposer de la vérité sur ce qui s'est passé pour les salariés qui ont travaillé donc entre 64, disons, et 92 à Fertiladour. Alors, dans le papier qu'on vous a remis, on cible quelques points dont on veut, qui sont un peu des signaux pour démontrer que soit il y a des mensonges, voire de la délinquance, en tout cas du déni, et surtout des portes fermées. Et donc, au final, on se dit, mais les familles qui pataugent depuis des années, soit les personnes, les ouvriers qui étaient vivants, soit les familles de ceux qui sont décédés, qui pataugent pour avoir les éléments, la réalité, la vérité sur la contamination poussière et poussière radioactive qu'ils ont subi ou qu'ont subi leurs parents. Eh bien, ils n'arrivent pas. On les aide, on pioche. Au fur et à mesure qu'on lève les couvercles, on se rend compte que les trucs sont pourris. Et on a beaucoup de mal à avoir des éléments importants pour pouvoir les aider et les renseigner. Alors très vite, on va passer en revue les 8 grands points qu'on a découverts qui démontrent qu'il y a un truc qui est foireux là-dedans. De la même façon que foireux le terrain, de la même façon et curieusement foireux toute l'histoire qui a accompagné les salariés sur cette entreprise. La première chose, c'est que l'arrêté préfectoral de déclaration de broyage à monazite date de mai 1973. Nous, on a découvert qu'un courrier en réponse à Fertiladour, un courrier de Péchiné-Saint-Gobain, raconte à Fertiladour, pour ce qui est de la monazite que vous broyez, donc au 1er avril 1970, on va vous donner les renseignements qui conviennent pour savoir comment, à partir de quel tonnage, à partir de quel type de procédé de broyage, à partir des éléments industriels, vous allez devoir protéger les salariés, voir ce qu'il faut faire, et les limites de l'exercice auquel vous devez vous livrer, pour ne pas avoir en face des réglementations trop exigeantes. En gros, c'est ça. Donc, ils sont renseignés. Et, pour conclure le courrier, il leur dit, comme ça, avec les éléments que vous avez, vous allez pouvoir répondre à la lettre que vous a envoyée l'inspecteur du travail et de la main-d'œuvre. Donc, en fait, on voit bien que Fertiladour, 1er avril 70, dispose des éléments de Péchiné pour répondre aux injonctions éventuelles que lui fait la direction du travail et de la main-d'œuvre. Okay. Officiellement, il démarque en 73. On est d'accord?
il y a un inspecteur des installations classées, pas de la méthode du travail, des installations classées, qui vient faire une inspection. En quelle année, voyons, je l'ai, il s'appelle M. Arispe, le 19 juillet 1972. Il débarque. Vous aurez compris que l'entreprise était parfaitement au courant et s'était préparée à recevoir cette personne. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà ce que produit Fertiladour, etc. Il ne fait aucun commentaire sur l'illégalité de la production du broyage de monazite, aucun commentaire, aucune pénalité. C'est pas encore déclaré, pas. D'accord? Et il dit, texto, dans son rapport, entre chaque lot de monazite, le broyeur et sa trémie, dans sa chasse, sont nettoyés par des ouvriers munis de masques étanches où l'air filtré et propulsé par un ventilateur, alimenté par une batterie portative, assurant ainsi l'autonomie du travailleur. Il rajoute, tous les manipulateurs de monazite sont d'ailleurs porteurs de dosimètres. Cette photographie que fait l'inspecteur des installations classées, c'est une photographie au 19 juillet 72. Scène de théâtre, puisqu'on sait par tous les témoignages qu'on a eus que jamais ces scaphandres ont été portés pour cette visite, et que les dosimètres, on va y revenir, ont été, on verra par la suite l'utilisation qui a été faite. Donc, un théâtre monté de toutes pièces pour montrer que les ouvriers sont protégés. Or, nous, on sait que les ouvriers n'étaient pas protégés par les témoignages qu'ont fait les ouvriers eux-mêmes. Ensuite, autre chose troublante, M. Amiel, qui pour la première fois visite l'entreprise en 1983. M. Amiel est l'inspecteur des installations classées de la DREAL, qui était jusqu'ici sur le territoire de Bayonne et qui maintenant donc, a été muté dans les territoires d'Outre-mer. M. Amiel fait donc sa première inspection à la suite des inspections qu'avait fait M. Gavard. Et lui, il dit en 83, quand il débarque, première inspection qu'il fait, il dit le 17 octobre 83, en effet, la société Renault broyait dans le passé de la monazite, en provenance de la Malaisie, d'Australie et de Madagascar, et il conclut, cette activité a été définitivement abandonnée en 1983. Okay. Donc, la seule assertion que nous ayons de l'inspecteur des installations classées, il n'y a plus de broyage de monazite en 1983. Faux. Déclaration fausse. Puisque lorsque le cabinet Anteas profite d'avoir le tonnage des monazite qui a été broyé par Fertiladour, Renault Fertiladour, on se rend compte que ça a été broyé jusqu'en avril 1992. Donc, 83, on verra 0 partout. On verra tout à l'heure 0 sur les dosimètres. On verra 0 partout. L'année précise où M. Amiel inspecte l'entreprise, 0 partout. Pas de monazite, alors qu'avant il y en a des tonnes entières, et après il y en a des tonnes entières. Dosimètre, on a des résultats avant, on n'a plus de résultats pendant cette année-là. Donc, une année creuse. Le jour, l'année de l'inspection de M. Amiel. Je vous le dire comme ça. Bien. Ensuite, on s'est intéressé à... les familles ont demandé, puisqu'ils ont le droit pendant 30 à 50 ans après le décès de leurs parents, de demander donc le résultat des dosimètres qui devaient être portés par les ouvriers qui travaillaient sur la monazite. Le premier résultat reçu, parce que en fait ça prend énormément de temps pour avoir ces éléments. On a un tableau que vous avez, bon, je pense en page 1, 2, 3, c'est ça? Oui. Il y a un tableau avec des années à gauche et des résultats à droite, c'est ça? Est-ce qu'il faut expliquer le dosimètre? C'est une petite plaque de plomb que les ouvriers avaient sur eux. Et tous les mois, le principe est, je vous dis le principe en fait, tous les mois, il faut que ça soit envoyé dans un laboratoire, style Kodak, qui regarde dans quelle mesure la plaque de plomb est impactée par la radioactivité. Et tous les mois, il faut le renvoyer, il faut envoyer les résultats à l'institut du travail d'une part,
et un office particulier qui a changé de nom, qui s'appelait à l'époque l'Office de protection contre les rayons ionisants, qui s'appelait maintenant l'IRSN. Et tous les mois, il y avait une valeur qui permettait à la fin de l'année de déterminer la dose cumulée de radioactivité ou d'irradiation en fait, qu'a subi le salarié, sachant qu'il y avait des limites. À cette époque-là, dans les années 80, les limites étaient plus importantes qu'aujourd'hui, mais en tout cas, il fallait vérifier que ça ne dépasse pas 50 millisieverts par an. Et puis surtout, il y avait l'idée que si ça dépassait 50 millisieverts par an, il ne fallait pas que ça dure 5 ans non plus. Parce qu'il y avait, voilà, il y avait des conditions en disant on peut le faire hein, si vous voulez, mais pas plus de 5 ans. Là, on est sur une exploitation de 20 ans, même si officiellement elle est plus courte que ça, mais voilà. Donc ça, c'était le principe. Et donc chaque mois, les salariés pouvaient même avoir la lecture de ces chiffres-là, ou en partant de l'entreprise, pouvaient avoir la valeur de leur parcours professionnel au sein de cette entreprise, qui leur permettait de savoir s'ils avaient des problèmes de santé à prévoir, ce genre de choses. Il n'y a aucun salarié qui est parti de Fertiladour avec son bilan dosimétrique. Et là, ce dont on vous parle, c'est des démarches administratives qui sont quand même très longues pour obtenir quelque chose qui devrait être en possession de tous les anciens salariés de Fertiladour. Voilà. Donc en fait, bon, vous verrez ce qu'on a pu écrire là-dessus. On a fait une étude du tableau. On se rend compte que par rapport au seuil, il y a tellement de cases vides que bon, on peut faire toutes les hypothèses de cumul annuel, hormis celles qui sont faites. Et on s'est adressé donc à un expert qui était vraiment dans la branche donc, de surveillance de la radioactivité dans les entreprises. Et moi, je vous dis simplement ce qu'il nous dit, en gros. Les dosimètres que vous recevez confirment que le suivi réalisé à l'époque était très insuffisant. La personne tout à fait connaissait la situation de l'entreprise à l'époque et avait pour objectif essentiel de répondre à une obligation réglementaire de suivi des salariés exposés par dosimétrie individuelle, mais sans volonté réelle de mettre en place une évaluation et une prévention des risques. Alors, pourquoi on dit ça? Parce que à la dernière conférence de presse que nous avions faite, on vous avait livré 2 papiers qui étaient en fait le relevé des doses de poussière reçues, je veux dire mesurées pour les salariés, une fois en 90, une fois en 2000. Et par rapport à l'indice 1, l'exigence, même on dirait qu'à 0,6, il y a déjà une alerte par rapport à la poussière. Donc par rapport à la base 1, les relevés de poussière étaient de 50. Les témoignages des gens, des secrétaires qu'on a interviewés, etc., disent, même quand les gens rentraient dans les bureaux, ils avaient de la poussière sur les sourcils, je veux dire, ils étaient pollués de poussière, ils respiraient de la poussière au-delà des limites 50 fois supérieures aux limites autorisées, et il faut que vous sachiez que les poussières de monazite sont des poussières radioactives, c'est-à-dire que les gens ont absorbé des seuils 50 fois supérieurs de poussière d'autres minéraux, bien entendu, mais aussi de monazite. En fait, ils ont été infectés à bloc. Et quand on voit que certains salariés qui demandent leur dosimètre, on leur dit on a cherché minutieusement et on ne trouve pas. D'autres les reçoivent avec des cases zéro, des cases blanches, etc. Donc, je veux dire, on peut dire que ça a été fait pour certaines personnes à certains moments, et curieusement, premièrement, on se rend compte que la première mesure de dosimètre commence à 70, donc il est bien vrai qu'ils avaient broyé de la monazite avec des dosimètres pendant cette période. Vous avez interrogé Péchinet et Saint-Gobain, qui était leur principal client. On voit qu'il n'y a aucun relevé en 1983 lorsque, effectivement, M. Amiel déclare qu'il n'y a plus de monazite. Et on voit très bien qu'il n'y a plus de relevé à partir de 85, 86, 87 jusqu'à 92, parce qu'officiellement, il n'y a plus de monazite. Donc, nous, on dit tricherie sur tout état. Pour faire le tableau que vous avez en fait là, sur la page 3, je crois, l'importance de ce document, c'est que d'une façon générale, quand on a aidé les anciens salariés ou leurs familles à récupérer ce tableau dosimétrique, les réponses habituelles qui nous ont été faites, c'est la personne dont vous donnez le nom n'a pas de dossier à son nom auprès de l'IRSN. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de dosimètre à ce nom de salarié qui parvenait. Ensuite, il y a eu des salariés qui avaient un nom, mais qui avaient tellement peu de valeur que la communication de ces valeurs n'a pas été faite, parce qu'il y avait
le terme exact, c'est il n'y a rien dans votre dossier. Mais il y a un dossier, mais il n'y a rien dans votre dossier. Et le tableau que l'on a sous les yeux est intéressant en plus d'un titre. Donc, imaginez, l'exploitant, je vous rappelle, a diversifié sa production. Il s'est rendu compte qu'il pouvait se faire des couilles en or en vendant cette monazite qu'il broyait en fait, pour mettre sur les écrans de télé. Et la télévision était plus jolie, etc. Et puis pendant ce temps, les salariés ils travaillaient là-dedans. Donc ça commence officiellement en 73. Et ce que dit Jean-Yves, effectivement, c'est que en 70, on a une première valeur. On est à 3 pour le mois de janvier. Alors on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils ont porté le dosimètre le mois de janvier et qu'en gros ils faisaient une dosimétrie annuelle, mais une fois par mois? On ne sait pas comment ils ont procédé. En 71, il y a une autre valeur, c'est 3,8. En 72, il n'y a rien. Alors qu'on a un courrier mis à jour maintenant du directeur qui répond effectivement assez récemment en disant oui, peut-être il y a eu des essais en 72, parce qu'effectivement il y a des témoignages de broyage monazite à cette période-là, mais il n'y a pas de valeur. Et en 73, l'année où ils mettent en route le broyage monazite, qui est un produit qui est officiellement radioactif, avec une fiche détaillée sur les curies de chaque sac qui se fait envoyer, c'est à ce moment-là qu'on passe à zéro. Que dès qu'il commence c'est la magie de cet industriel, c'est quand il commence à broyer la monazite, c'est que ça se passe bien. Donc sur l'année 73, on a des zéros. Ça veut dire quoi les zéros? Ça veut dire que les dosimètres qui ont été envoyés étaient neutres. C'est-à-dire qu'en travaillant la monazite, le dosimètre, il est neutre. On dit, bon, il y a un souci. Dans cette année-là, l'année 73, ils vont officiellement broyer 3500 tonnes de monazite radioactive. Et alors, on ne sait pas comment ils faisaient. Soit ils travaillaient dans notre site depuis Anglette pour la manipuler, soit on est à l'évidence devant une gestion des dosimètres qui est vraiment l'outil de prévention des salariés, qui n'est pas utilisé. On ne peut pas avoir zéro à ce moment-là. Sauf qu'il y a un dosimètre tout neuf. Voilà, sauf en gros, si on envoie encore dans son emballage. Donc ça c'est assez intéressant pour ça. C'est-à-dire que logiquement, on ne peut pas avoir un dosimètre à zéro si on l'a mis. Les témoignages des anciens salariés, c'est quoi? Ils nous disaient, si on ne le mettait pas, on ne se faisait pas engueuler. Et donc c'est pas leur faute. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un projet assez vulgaire de l'industriel qui consiste à dire, si j'avais voulu protéger mes salariés, je les aurais engueulés si je n'avais pas le dosimètre. Mais non, là à la rigueur, s'ils ne le portaient pas, c'était tant mieux, parce que le bilan dosimétrique, il était meilleur. Donc en gros, c'était ça. Et puis de temps en temps, ils se faisaient engueuler en disant, on a reçu les valeurs du dosimètre, c'est n'importe quoi, tu as encore laissé traîner un dosimètre sur des stocks de monazite, tu fais chier, tout ça, etc. Et le mec après, il se faisait tellement engueuler, pour des valeurs qu'on ne communiquait pas d'ailleurs, hein, mais il se faisait tellement engueuler que si la fois suivante, il oubliait son dosimètre, et là par contre on n'engueulait pas. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que les zéros qui s'accumulent au fur et à mesure, ça traduit l'activité de salariés qui ne sont pas en contact avec la monazite. Or, à cette période-là, sur cette période-là, en fait, qui est décrite, on va dire, de 73 à 80, parce que là, on est tout à zéro sinon, on est à peu près sur 35 000 tonnes de monazite qui ont été traitées pendant cette période-là. Presque 40 000 tonnes, je crois, de mémoire. Mais on n'a rien sur le dosimètre. Et il y a des années blanches. Et par exemple, le fils du salarié, qui était caractérisé par cette grille, a appris, par exemple, que en 81, son père, qui avait travaillé sur la monazite, a eu que des zéros sur son dosimètre. 0 pour Fatiladour, c'est une bonne note. Donc, en 82, il n'y a pas de mesure. Et il s'est posé la question de se dire, mais est-ce que mon père travaillait en 82? Parce qu'il n'y a pas de mesure. En 83, il y a une valeur en décembre qui est 0, qui permet de ne pas remettre une ligne blanche. Et il est persuadé que son père est allé travailler en 82 et en 83. 84, il n'y a rien. 85, il y a 5 zéros ou 6 zéros. Il n'y a rien. Rappelons aussi que l'atelier de broyage, tous les éléments métalliques se sont imprégnés de radioactivité et qu'il a été démantelé à cause de ça. Ce qui veut dire que même quand on ne broyait pas de la monazite, les ouvriers qui étaient dans l'atelier de broyage, même si ça avait été des doses infimes, et c'était impossible qu'ils aient un zéro. Voilà. Et pourtant, on a des années entières des zéros. Alors ce qui est vraiment, si on se place dans la logique de l'industriel, c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous avez eu la chance de rencontrer M. Capdepuis ou son successeur, à un moment donné, c'est beaucoup de bruit pour rien, quand même, cette histoire de monazite. On est vraiment sur les c'est vraiment les arracheurs, les protecteurs des marguerites qui font chier, etc. On n'est pas du tout, on est vraiment sur des doses, on l'a répété, on est sur des doses qui sont aujourd'hui déclarées comme alarmantes à 40 km de Fukushima. On est vraiment sur des choses très lourdes.
Et ce qu'on se rend compte finalement, c'est que si on corrobore deux informations, le relevé des dosimètres et puis le fait que l'inspecteur de la DRIR considère qu'à partir de 83, l'activité est totalement abandonnée, définitivement abandonnée, si on corrobore tout ça, c'est que chez l'industriel, en gros, quand il y avait 3000 tonnes ou 6000 tonnes annuelles, il y avait de la monazite. À partir de 83, c'est vrai que le marché de la monazite s'effondre un peu et qu'il n'y a plus que 400 tonnes, 600 tonnes, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'industriel s'est dit, c'est pas la peine de leur donner des dosimètres, parce qu'on n'est plus sur 6000 tonnes, on est sur 600. Et tous les témoignages que l'on a, on en a plusieurs là-dessus, disaient que si éventuellement il y avait un jour où ils faisaient de la monazite en 90, s'ils faisaient par exemple 300 tonnes, à ce moment-là, on leur demandait de remettre le dosimètre. Et s'ils ne le mettaient pas, ils ne se faisaient pas enlever. Mais on leur demandait de remettre le dosimètre. Mais en 2000, après l'alerte du cadre en 97, en 2000, quand il y a des types qui viennent en scaphandre, avec le vrai matériel, et pas pour faire du théâtre, pour voir dans quel état est l'atelier de broyage de minerai, qui a continué après 92. Ils ont fait du quartz, ils ont fait d'autres, voilà, ils ont fait de la silice, ils ont fait des choses comme ça. Mais quand ils arrivent en 2000, même le réfectoire présente une radioactivité qui est supérieure à la norme acceptable. Ça veut dire qu'on a un industriel qui a dit à ses ouvriers, bon, si vous voyez la monazite, les petits sachets blancs, là, vous mettez vos dosimètres. Et si vous faites autre chose, vous ne le mettez pas, ça ne sert à rien, c'est pas la monazite. Mais l'atelier, comme dit Victor, était infecté et il a dû être démantelé. Donc on est vraiment dans le cas de figure de l'industriel, dans le déni aujourd'hui, et il faut qu'il fasse. Il faut que je confronte à ses responsabilités. Au fait qu'à un moment donné, c'est facile de nier la contamination radioactive quand on est au siège, à Saint-Malo, ou à Quimper, ou autre comme ça. Mais dans la réalité, les ouvriers qui étaient dans l'atelier, ils ont continué à être soumis jusqu'au démantèlement de l'atelier. Le démantèlement, il a eu lieu en 2006, je crois, comme ça. Juste pour terminer, puisque quand même, simplement, si on suit les pérégrinations que doit faire un ouvrier actuellement, ou sa famille, un ouvrier pour la reconnaissance des maladies professionnelles, seule la silicose, tout ce qui est maladie affectée, définie ou tributaire de la contamination radioactive n'existe pas en fait. Il faut bien savoir ça aussi. Donc toutes les démarches que font, la difficulté qu'ont les familles, et les ouvriers, les anciens ouvriers, pour faire reconnaître la maladie professionnelle, premièrement. Deuxièmement, pour comprendre, accéder à leurs dossiers médicaux, aux dossiers, tout ce qui se passe pour pouvoir eux-mêmes avoir la vérité sur le degré de contamination qu'ils ont pu subir, etc., est un travail du combattant vraiment très lourd, et avec des impasses manifestes ou des non-réponses ou des erreurs de réponse. Enfin bref, un bazar pas possible. Alors, nous, on en arrive à une conclusion très simple, c'est dire la seule issue que l'ensemble des personnes qui ont travaillé à Fertiladour, leur famille, la seule issue, c'est d'exiger, de demander une étude épidémiologique, c'est-à-dire que quelqu'un s'occupe de recenser l'ensemble des personnes qui ont travaillé à Fertiladour, rassembler l'ensemble des pathologies dont ils auraient hérité, et essayer d'évaluer le rapport qu'il peut y avoir entre le degré de contamination qu'ils recevaient à l'époque et la maladie dont ils sont affectés aujourd'hui. Sachant, et Ramousseau l'a souligné, c'est que toutes les études qui ont été faites, y compris la dernière de la SN, ne font que mesurer la radioactivité résiduelle. En aucun cas, quelqu'un aujourd'hui n'est capable, sauf par une étude spécifique, d'estimer le degré de radioactivité qu'ont pu recevoir les gens, les ouvriers à l'époque du broyage de la monazite. Donc il faudrait que nous ayons d'une part une étude qui dise voilà, en fonction du type de production, du type de ceci, du tonnage reçu, des processus industriels qui ont été mis en place, de la durée d'exposition des gens qui ont travaillé, voilà le taux de contamination qu'ont pu recevoir les gens qui ont travaillé là. D'accord ? Ensuite, on recense le nombre de personnes qui, aujourd'hui, est affecté de maladies. Il faut savoir qu'on est à peu près entre 20 et 25 mourants ou morts, quoi, je veux dire. C'est pas des petits chiffres, quoi, je veux dire. C'est pas des bricoles, quoi. Bon, voilà. Donc, recenser tout ça, et au-delà de ça, si possible, recenser les faits sur les riverains.
là, je ne vais pas déployer ça, mais il y a eu des procès intentés par les riverains qu'ils ont gagnés. Voilà. Donc, nous, l'objectif, c'est ça. Alors, on ne peut pas demander à des journalistes de faire de la communication à notre place. Mais c'est évident que nous, on a besoin de vous pour que vous puissiez transmettre dans votre je sais pas, d'une manière ou d'une autre. Premièrement, on a mis un numéro de téléphone pour appel à témoignage, c'est-à-dire qu'on veut, nous, arriver. Parce qu'on s'est adressé à plusieurs organismes qui sont capables de faire des études épidémiologiques, et on nous dit qu'il faut une première estimation pour que nous puissions nous assurer que l'étude vraiment peut être faite. Donc nous, on dit, plus on a un témoignage d'anciens ouvriers, de gens malades de cette époque, mieux c'est. Donc, là, la demande qu'on vous formule, c'est de nous le relayer au niveau d'un numéro de téléphone, qui est le numéro d'appel à témoignage, et sur le site que nous avons créé à un moment, qui s'appelle fetidadour, fertiladour.com, vous voulez. On est allé par les deux morceaux, et nous on tient à Fetidadour, où on a créé un formulaire de témoignage où les gens pourront éventuellement répondre à des questions, avez-vous travaillé là, êtes-vous affecté de maladie, etc. Bien qu'on sache très bien que cette démarche-là ne remplacera absolument pas, au contraire, une étude épidémiologique que l'on réclame. Voilà. Sur le site de Fetidadour, il y a aussi les coordonnées qui vont permettre aux anciens salariés ou à leur famille de récupérer leur bilan dosimétrique. Et la question, quand on pose clairement la question en fait, à l'IRSN, qui prend en charge en fait, ces dossiers, qui a ces dossiers sur la période, on n'a même plus sur le problème d'informatisation, etc. Non, ils ont des dossiers, ils ont des noms ou pas. Voilà. Et quand on leur pose la question, il n'y a aucun problème, mais il faut compter, c'est un des aspects un peu satellites, mais il faut compter 6 mois pour obtenir ce document. Et par exemple, la personne qui l'a obtenu pour nous, qui nous l'a communiqué, a dû expliquer qu'elle était dans une procédure de plainte au pénal contre l'industriel. Et à ce moment-là, le document lui est arrivé, là on vous le fait dans l'heure, c'est-à-dire qu'il l'a reçu 15 jours après. Mais on est aussi en fait convaincu qu'il y a une inaction des services de l'État qui doivent nous guider en fait sur des actions de sensibilisation du public localement, savoir combien de personnes ont travaillé, combien de personnes en fait aujourd'hui veulent savoir la vérité par rapport à ça. Donc c'est pour ça quand on aura un petit peu synthétisé tout ça, on donnera certainement rendez-vous sur Bouteau, très certainement, pour une réunion publique, pour exposer, par exemple, les conclusions de la contre-étude de la CRO qui n'ont pas été rendues publiques, en dehors du travail des médias, et par rapport à certaines élus qui avaient dit on restituera la vérité sur la CRO, mais on n'a pas, donc on fera certainement ça. Et on expliquera, par exemple, que le port du dosimètre a été un leurre, que les femmes d'ouvriers ont nettoyé pendant des années les bleus de travail dans les machines à laver familiales parce qu'il n'y avait pas de service particulier de prise en charge de ces vêtements chargés de monazite, que la monazite est riche en thorium et donc le thorium dégrade l'ADN et que la question se pose sur les enfants de ces ouvriers aujourd'hui et que, sans nous accuser en fait de branler le canari, mais à l'évidence aujourd'hui, plus personne est en mesure de dire que la contamination radioactive aurait un seuil un peu en deçà duquel en fait, on pourrait ne pas se poser des questions. La contamination, même à faible dose, il n'y a pas de seuil, donc elle doit être prise en charge comme un problème de santé publique. Combien de personnes travaillent à Festiladour à peu près? L'effectif tourné à 100. 180, à peu près 180 et 200 sont passés par Festiladour. Il y avait pas mal de gens qui étaient intérimaires aussi, pas mal de gens intérimaires qui sont des jeunes qui ont démarré leur boulot, en fait, leur première activité professionnelle en faisant X jours chez Festiladour. Donc ça, tout ça, voilà. L'accès aux bases de données de la direction du travail, on n'a pas. On ne sait pas, on n'a pas d'éléments. On peut pas, on fait approximativement selon les témoignages. Donc on n'a pas de données réelles. On vous passe les détails sur le fait que la direction du travail nous a baladé d'archive en archive, en disant si c'est là, demandez à Mont-de-Marsan. Voilà. Sur les rapports d'inspection, on nous a baladé de Mont-de-Marsan en Bayonne, de Bayonne-la-Peau, sans aucun résultat. Quoi. Je veux dire, bon, bref, on est baladé aussi. Hein. Et la période, c'est de 70 Alors officiellement, c'est de 73 à 92. 73-92. L'industriel revenait de 73 à 92 aujourd'hui. Non.
le préfet autorise Fertiladour à broyer de la monazite en 73, ok, et on sait, nous, qu'il broyait au moins en 70, voire avant, parce que le premier arrêté préfectoral qui l'autorisait à broyer des minéraux date de 1964. Donc entre 1964 et le second arrêté préfectoral 10 ans après 1973, on sait qu'au moins en 70, il broyait de la monazite. Pourquoi il n'a pas broyé avant? On ne sait pas. Là aussi, on ne sait pas. Alors sur une question qui lui a été posée, en fait en 97, donc en mars 97, donc 3 mois après l'alerte du CAD, on pose la question, l'ADRIR pose la question à l'industriel en disant est-ce que vous pouvez nous donner un état récapitulatif de votre activité? Parce que finalement, c'est pas très clair cette histoire. Il y a un arrêté en 73, nous on pense que c'est arrêté en 85, mais est-ce que vous pouvez nous envoyer un état récapitulatif? Et puis il y a dû y avoir une conversation téléphonique, parce qu'en gros, la réponse du directeur de l'usine, c'est voici donc un état récapitulatif de cette activité, donc il va commencer en 73 et terminer en 92. Et il dit nous pensons qu'il y a eu quelques broyages d'essai en 72. En effet, nous retrouvons dans un dossier divers échanges de courriers avec le service des mines, donc le service de, à l'époque, l'ADRIR ou l'ADRIR. Voilà. Une anecdote, je pense, à propos de ce à quoi étaient soumis les riverains. Lors du démantèlement de la tour de concassage des Fertiladour, c'était juste après la cessation de l'activité de la raffinerie du Midi. Il y a eu peut-être une chronologie qui peut être complètement fortuite. Les gens qui procédaient au démantèlement étaient équipés de combinaisons sociales on a bien noté là qu'il y avait dans l'entreprise aucune notion là, en matière de confinement. Hein. Donc, dans le passé, les gens du périmètre environnant, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas été touchés par des émanations de radon ou quoi que ce soit, ou de poussière. Et lors du démantèlement, des nuages de poussière orange sont partis sur les habitations sans que ça ait causé de soucis moraux à quiconque. Hein. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui que des mesures ayant été faites dans le périmètre de l'entreprise, que des mesures ne soient pas nécessaires à l'extérieur, un périmètre pas défini. On répondait à toutes vos questions. Est-ce que vous avez une action vis-à-vis des services de l'État, de la C'est-à-dire qu'une action, vous voulez dire... Ou symbolique ou judiciaire, parce qu'apparemment, vous responsabilisez M. Amiel ou d'autres inspecteurs dans le camouflage. En fait, on hésite sur le fait de responsabiliser M. Amiel. On hésite entre soit lui donner un prix Nobel de chimie ou de radioactivité, on ne sait pas trop, parce qu'il a tellement multiplié les opérations de magie sur le site. Il n'a jamais vu un camouflage de terre, il n'a jamais vu des bulldozers, etc. Donc, et personnellement, moi, il m'a assuré que, par exemple, la ferraille de l'atelier, qu'on a cherché un petit peu partout, qu'on n'a pas trouvé dans les dépôts envoyés en fait, dans les sites de stockage, il m'a assuré que, en nettoyant la ferraille, la radioactivité avait disparu, mais parce qu'en fait, elle est assez peu tenace sur la ferraille, la rouille, etc. Donc on hésite entre lui remettre un prix Nobel, on a hésité entre lui remettre un prix Nobel, ou saluer son départ, comme ça, récent, dans les dom-toms, à Mayotte, où on estime que, voilà, peut-être, alors est-ce que c'est son bâton de maréchal, etc. Mais on n'a plus d'interlocuteur de l'ADRIR, et il faut savoir qu'il n'y a plus sur la zone, actuellement, d'inspecteur de l'ADRIR, ce qui prouve bien qu'il n'y a plus de problème. Pour répondre à votre question, je veux dire, nous, la recherche qu'on fait, c'est de savoir la vérité. Alors, si il faut l'extraire au forceps, je ne vois pas comment on peut le faire, parce qu'on se rend compte qu'il y a une sorte de chape, des telles longueurs de durée de réponse ou de non-réponse que, bon, on peut penser que les gens font en sorte qu'on se lasse de leur demander, de les relancer, etc. Donc, en gros, le but que poursuivons nous, c'est avoir la vérité.
Donc aujourd'hui, le trait majeur pour accéder à la vérité, c'est une étude épidémiologique. Mais auprès de Donc, qui faites la demande pour l'étude? Alors, la question c'est ça. Parce qu'en fait, l'étude épidémiologique, ça veut dire, ça peut être ça. Donc, voilà, on s'est adressé à deux organismes. Disons que logiquement, c'est le préfet qui le fait. Dans d'autres cas, c'est le préfet qui l'a fait hors flamme, par exemple. Voilà. L'idéal, c'est que l'État commande une étude épidémiologique. Parce qu'en fait, lorsque la demande a été faite au Conseil régional d'Aquitaine, le Conseil régional d'Aquitaine a répondu que ce n'est pas notre compétence, c'est la compétence de l'État. De payer, en fait. Et de lancer et de payer. Maintenant, le Conseil régional d'Aquitaine aurait pu soutenir l'idée et puis intervenir auprès, peut-être, etc. Donc nous, aujourd'hui, on est, excusez-moi, mais on est dans la merde, parce qu'en fait, on se dit, qui va vouloir lancer une telle étude? Quelle poussée faut-il faire pour l'exiger, la demander, la réclamer à grand cri, quand on voit dans quelle, je dirais, fondrière se trouvent les victimes, sans savoir, sans pouvoir savoir, sans pouvoir prouver directement le fait, bien qu'ils y arrivent quand même, je vais dire au pénal, on souhaite bien qu'ils vont y arriver, mais bon, il faudrait quand même globalement qu'on ait ce rapport entre donc, ce que faisaient des gens, les riverains, et puis les maladies dont ils sont atteints. Voilà. Donc on est là, voilà. Donc, on est comme vous, sans savoir. On a quelques pistes, on s'est adressé pour avoir des idées, pour mieux comprendre qui était capable de faire une étude épidémiologique, dans quelles conditions c'était fait, ça on a des renseignements techniques. Mais maintenant au niveau de la réalisation, là on pâtit. Est-ce que c'est le dernier élément manquant de cette étude épidémiologique avant une action en justice frontale? Moi je pense que c'est comme le rapport ASL, l'équivalent c'est l'étude, le rapport de son corollaire, c'est ça. Là c'est sur le terrain. Ici, c'est sur les personnes. Alors, on avait senti si on avait la possibilité. Oui, il y en a trois actuellement. Vous avez une information intéressante là, sur ce sujet. Je viens de parler d'Orflamme sur Internet, donc, qui a fait l'objet d'une plainte de Borloo, à l'époque ministre de l'Environnement. Dans cette plainte, je ne sais pas où elle en est. Donc vous faites Orflamme Borloo sur Internet, là, et vous avez toute l'histoire de l'usine Orflamme dans l'Aude, sur la Monazite. Oui. Et c'est là maintenant, je sais pas quoi, il y a des hectares qui sont ceinturés par des barrières de sécurité, on ne peut plus y rentrer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tout le monde... Fertiladour, c'est encore le dernier endroit où on peut visiter la Monazite. Jusqu'à présent, à chaque mesure de radioactivité, à chaque décontamination, il y a eu négation, couverture, négation, jusqu'à ce qu'ils arrivent à en faire, à s'adresser à l'ASN pour dire, tout le monde sait, le préfet en premier, sait que ce rapport, il va le prendre en compte. Jusqu'à présent, non, on était des rigolos, quoi. C'est pas vrai, parce que... On reste encore des rigolos. Oui, on reste des rigolos. Donc, et ceci étant, donc... ce qu'on peut dire, peut-être que la chance qui est ouverte par rapport à l'étude épidémiologique, c'est de dire que ce rapport peut avoir la consistance que tout le monde réclame, ça raviterait tout le monde, et qu'à partir de là, peut-être on peut bâtir le projet d'une étude épidémiologique. Mais sinon, c'est-à-dire que le rapport va faire basculer dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup intéressé au terrain, parce qu'il y a une visée économique derrière. Hein. Je veux dire, il est au bord de la Dour, ils ont besoin d'agrandir l'espace portuaire. C'est pour ça qu'il y a aussi en fait les services de l'État qui sont penchés là-dessus. C'est le fait de dire, ok, de toute façon cette histoire elle est complétée par un passé humain, il faut le faire. Et après, bon, ça rentre dans les détails, mais ce qui est certain, c'est que nous, un peu en creux, le sentiment que le préfet ne va pas se dépêcher sur l'étude épidémiologique. En septembre dernier, la conférence de presse du CAD avait été accompagnée par le sous-préfet de Bayonne, qui avait expliqué qu'il fallait mettre fin à une polémique inutile et inacceptable, et intolérable, par rapport au fait que l'industriel avait échappé avec quelques facilités aux exigences de la loi. Donc il y avait eu ça. Donc là aujourd'hui, l'élément qui nous fait dire que le préfet ou que la préfecture ou les services de l'État ne vont pas se précipiter, c'est que quand le CAD demande début novembre le rapport de l'ASN, nous à ce moment-là on sait qu'il a été rédigé, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est. Donc la demande est faite pour dire est-ce qu'on peut avoir ce document. Et la réponse de la préfecture, c'est le fait... La deuxième réponse, oui, c'est le fait de dire alors ce document il existe, mais on est en train de travailler à l'industriel. Donc, bon, à un moment donné, on se demande aux services de l'État, il ne faut pas qu'ils fassent de l'ingénierie pour le groupe Arriva, quoi.
On a besoin aussi, on a une collectivité comme le Conseil régional Aquitaine qui attend la réponse aussi, donc il n'a pas. On a vérifié au Conseil régional, il n'avait pas le rapport. Voilà. Et là, c'est début novembre. Et ce qui est très intéressant, c'est la deuxième réponse qui est faite, c'est le fait de dire que la restitution de l'étude que vous avez entre les mains va prendre quelques semaines et que très certainement, le meilleur endroit pour le faire, ça sera le S3PI. Vous savez ce que c'est le S3PI? Syndicat de prévention permanente des pollutions industrielles. C'est un truc qui est un organisme de concertation entre les industriels, les services de l'État et les associations qui résistent à l'intérieur, où les journalistes ne sont pas autorisés. Et où il n'y a pas de compte-rendu du S3PI. C'est-à-dire qu'en gros, le préfet dit, cette étude, on va l'enterrer au sein d'un organisme qui est totalement étanche en information. Donc on pense que le préfet ne va pas se précipiter sur l'étude épidémiologique. Bon. Victor, je sais pas, c'est un autre conclusion? Je sais pas. Il y a un point central dans cela, c'est le respect du code de l'environnement sur l'estuaire de la Dour. Donc c'est par là qu'il faut commencer. Chaque fois que nous soulève un couvert, effectivement, il y a un souci tel que celui qui vient d'être évoqué aujourd'hui. Donc voilà, on vous remercie d'être venu. Vous remarquerez donc là on a beaucoup parlé de dosimètre externe, on a assez peu parlé de l'exposition interne, c'est-à-dire l'ingestion qui se mesure par en particulier par des analyses d'urine. Vous avez vu que pour les dosimètres, les valeurs zéro et les absences, vous imaginez pour les analyses d'urine, etc. Qui n'ont jamais été faites, par contre. Qui n'ont jamais été faites, ça c'est sûr. Et qui, ça ne coûte pas des masses, quoi. Voilà, et donc on en est là. Et dans cette affaire-là, on n'avance que par conférence de presse et que par révélation. C'est la seule chose qui fait remuer un petit peu de temps en temps. Donc c'est pour ça que nous fonctionnons comme ça, que vous avez, et que vous avez votre rôle à jouer là-dessus.